Bonjour à toutes et à tous, chers amis du ciel bleu astrologie. Je vous retrouve avec grand plaisir pour un article que j'avais composé à l'occasion du 250e anniversaire de la naissance de Beethoven qui devait être célébré juste avant le confinement, et j'en parlais bien évidemment avec l'esprit de l'époque. Alors je vous propose de reprendre ces éléments puisqu'aujourd'hui c'est son anniversaire vraisemblablement. Celui-ci serait né un 16 décembre 1770 à Bonn, en Allemagne. Voilà, donc je commençais mon article en disant que cette célébration qui était pour le 250e anniversaire de sa naissance s'annonçait riche, car tous les chefs à l'époque, tous les chefs maestros du monde entier, s'apprêtaient bien sûr à célébrer l'événement et à donner tout leur génie pour cette occasion. Alors, quand on parle de Beethoven, on parle de la portée universelle de la musique, qui est sans cesse reprise, arrangée par tous les styles et très souvent utilisée médiatiquement. Cela sur une ligne intemporelle de passé, présent, futur, et qui arrive très bien à faire passer la mode, le courant, le paradigme du moment. En résultat, eh bien, nous allons trouver, à l'occasion de toutes ces célébrations, une foule de projets, tout au plus, les plus surprenants les uns que les autres et surtout galvanisants. Ainsi, et par exemple, nous avions la symphonie pastorale qui devait servir de fond au cri d'alerte face au dérèglement climatique lors de la journée mondiale pour le climat le 5 juin 2020. Bon, ça n'a pas pu être le cas, de manière à faire entendre la raison des Nations Unies lors du Beethoven Pastoral Project, projet qui n'a pas eu lieu. En France, il y avait aussi un projet engagé pour le climat en 2020 qui se prévalait de la force du spectacle vivant et qui devait même incorporer dans sa composition l'intelligence artificielle et offrir aux spectateurs un grand mapping à 360 degrés. Alors, si je ne m'abuse, celui-ci n'a pas eu lieu, hein, vu que c'était le confinement. Si je me trompe, pardonnez-moi d'avance et merci de corriger en commentaire, bien évidemment. Je n'ai pas pu récupérer toutes les informations. Ce projet de mapping a été préparé par Laurence Equilbé et son Insula Orchestra. Il avait été baptisé Pastoral of the Planet. Il devait être aussi également diffusé en Chine. Alors, il a été promu, ce spectacle, et cet auteur, cet artiste, pour promouvoir des valeurs dites beethoviennes, telles que les valeurs beethoviennes, telles que donc l'engagement, la fraternité. C'est intéressant de reprendre ces valeurs aujourd'hui à l'anniversaire de l'artiste. Alors, en son temps, et sur une autre tonalité, il a été observé l'ouverture sensible de l'auteur à des textes mystiques venus de l'Inde, qui ont été introduits dès le début du 19e siècle en Allemagne. Ainsi, Beethoven semblait travailler en accord et en résonance spirituelle vibratoire très haute. Grâce à cela, on a la pianiste française d'origine sri-lankaise, Shani Di Luca, qui a voulu accorder des ragas de musique indienne sur deux des plus célèbres sonates du maître, le Clair de lune et la Passionata. Alors, voilà Beethoven aujourd'hui, un des musiciens qui est l'une de nos plus hautes références, dont les portées sont universelles. Toutefois, et outre le fait que son génie soit célébré de tout temps, notons qu'il est en fait repris à toutes les occasions d'un besoin de référence, à une occasion de vouloir signifier une connexion au grand tout ou au plus grand. Beethoven est repris lorsqu'il s'agit de faire référence à cela. Sur un plan astrologique, dans son thème natal présupposé, puisqu'on n'a pas tous les éléments, mais on en a quelques-uns par rapport à la date de naissance, le regard se porte directement sur la présence de deux énergies en conversation. Pour moi, c'est le dialogue de deux dieux qui est mis en avant. Ces acteurs sont Neptune et Uranos, qui viennent amener le génie créateur d'une œuvre complètement prométhéenne
et qui viennent amener cette œuvre à son paroxysme de l'inspiration musicale divine, de la connexion. Euh, on est là ici avec des pianistes qui le jouent après lui, bien sûr, et qui parlent des 32 marches d'une vie en jouant les 32 sonates. C'est vraiment tout de suite que son destin s'est emparé de lui à cet homme. Enfin, depuis son enfance, lui qui voulait prendre son destin à la gorge, disait-il, il ne laissait rien au hasard, afin de rendre chaque œuvre toujours plus concentrée sur une portée musicale des plus élevées. Il a baigné très tôt donc dans l'énergie jupitérienne du Sagittaire par son soleil natal en maison 2. Le natif a compris assez rapidement que ses besoins étaient de s'affirmer par le travail, en se servant peut-être de la reconnaissance de ses talents pour les amener à se manifester, à exister. Et dans la vibration du scorpion qu'il avait à son ascendant, avec son nœud nord, euh, on dirait que celui-ci pouvait nous présenter un thème natal avec des partitions clés dans son histoire astrale. Nous le savons, les énergies scorpions poussent les natifs toujours à rechercher une fusion totale de type même cancer. Ici, la lune, dans le thème, est maître symbolique de la mer, bien sûr, elle tient dans sa main toute cette quête idéaliste. Le besoin acharné d'une fusion presque gémellaire, lune, mercure, soleil, a pu être traduite dans l'œuvre, décortiquée et décortiquante, comme si, à chaque note, l'auteur luttait contre ou pour la vie. L'œuvre est souvent triturée, ne laissant rien au hasard, comme si le scorpion fouillait en permanence tous les coins et les recoins des ondes sonores jusqu'à bouleverser les éléments faisant fi d'un destin contraire. En lecture astrale très globale, notez que la destinée musicale s'inscrit comme une évidence dans le thème astral du natif. Jupiter, maître de son soleil, relié analogiquement au signe des poissons et du Sagittaire, vient converser harmonieusement avec Neptune, qui lui va symboliser, bien sûr, vous le savez, l'inspiration artistique, la poésie, les ondes musicales. Dans la maison 10, qui est la maison de la destinée, de la carrière, cela donne le ton et surtout le sens, la direction de la vocation. De plus, le Soleil vient avec une dimension totalement icarienne, c'est-à-dire avec le mythe d'Icare qui est porté dans ce Soleil conjoint à Jupiter, révélant une part inconsciente quelque part d'immaturité dans la mise en œuvre du tempérament peut-être de l'auteur tout au long de la création de son œuvre musicale magistrale. Mais ce qui est à retenir, c'est que l'âme du natif vient s'incarner dans un destin hors norme. En effet, il porte en lui une mémoire de rébellion. Uranus est en maison 7, c'est donc une mémoire qui appartenait au natif avant son incarnation, qui fait partie de son continuum de conscience et qui vient l'inciter cette fois à maîtriser dans l'énergie terrestre cette mémoire de rébellion. Ce faisant, eh bien, c'est dans une main magistralement prométhéenne qu'il dirigera tout cela comme un chef d'orchestre, donnant peut-être le la de la paix en majuscule universelle par l'utilisation maîtrisée des 5 sens, dirigeant ainsi l'esprit avec un grand E d'une beauté charnelle vers une beauté peut-être plus spirituelle. L'enchaînement se fait par le féminin de la lune exaltée en taureau, qui viendrait reprendre cette injonction karmique de tout sublimer. Et cela pourrait bien tenir ses promesses par la célébration, on le sait maintenant, à travers son œuvre, d'un féminin radieux et immortel, présent en tout homme. Sur le plan historique, c'est par son père que Beethoven a appris la musique, dès son plus jeune âge. Cependant, il a dû subir la maltraitance de celui-ci. Certes, musicien et fils de musicien belge, il ne connaissait guère la tendresse éducative,
mais baigné plutôt dans un climat d'alcool et de violence. Astrologiquement, nous pouvons noter ici l'aspect rouge d'Uranus, maître de la maison 4, symbolisant le père, avec Saturne, le second maître, et l'aïeul. Derrière cette lourde contrainte environnementale, c'est tout le poids, en fait, de l'injonction transgénérationnelle, qui, elle, est signée d'une façon autoritaire dans la lignée paternelle, et qui se rejoue et qui se répète. La prime enfance est donc dure, à la différence, sachons-le, de Mozart, dont le père fut un père attentif et bienveillant. L'extrême sensibilité du natif est sollicitée très tôt, à jouer sur les extrêmes corps de la gamme émotionnelle. Il doit progressivement s'exercer à développer une acuité artistique tout en gérant l'antagonisme des inconciliables. En effet, comment pour une âme sensible entendre en ce monde les plus belles notes et aux antipodes les sons de la violence verbale et physique? Très jeune, son éducation musicale sera cependant prise en charge par Christian Gottlob Neff, qui prenait conscience des capacités extraordinaires du jeune garçon. Il lui fit connaître, au-delà de la musique, des philosophes anciens et modernes, et c'est en 1782 que le petit Beethoven, qui n'a que 12 ans, publie sa première œuvre, soit les 9 variations en do mineur pour piano sur une marche de Ernst Christopher Dressler, ce qui fera dire à son maître en 1783 dans le magazine de la musique: s'il continue ainsi, il sera sans doute un nouveau Mozart. C'est la période même où sa lune progressée est encadrée de Mercure et du Soleil luminaire, régent de sa renommée sociale, lui-même au trigone de Saturne. La structuration de son destin. La vie familiale est sous le joug des épreuves. Les nouvelles de ses frères et sœurs décédés se succèdent, car sur les 7 enfants de la famille ne resteront que 3 garçons, dont Beethoven sera l'aîné. Alors, cela a pu générer des traumatismes chez lui de type saturnien. Pluton est lui-même en maison 3. La fratrie signe le sacrifice. On est en contact avec Saturne de surcroît. Il semblerait que la composition parentale soit excessivement majeure dans la mise en place de sa vocation. Travaillant l'apprentissage de la musique avec acharnement afin d'exulter, de métaboliser aussi peut-être d'une autre façon ses souffrances d'enfant, mais aussi la sensible plainte de sa mère bien-aimée, Neptune en maison 10, eh bien, cette, cette lune et cette mère est en aspect de tension dans sa lune, inscrivant ainsi une mémoire d'abandon qui vient se jouer sur la lignée maternelle. Mais cela parle aussi d'une mère qui est dans la dépression. Que cela soit manifesté, refoulé ou pas, c'est une véritable toile d'araignée qui pose le fil de la plainte sur un prolongement, fixant ainsi dans l'esprit du jeune homme une certaine confusion. Ainsi, le petit Ludwig trouvera en sa mère, bien sûr, d'autant plus de réconfort et surtout sa seule part de lumière, dite selon lui sa meilleure amie, douce et pleine de gentillesse. Celle-ci va mourir et disparaître au moment même d'un transit de Mars sur son Mars radical, alors qu'il n'a que 17 ans, venant ainsi reconfigurer l'opposition de Mars à la triade Lune, Mercure, Soleil en radical. Cette maman meurt de la tuberculose, n'est-ce pas là la réponse à la triade à Mars en Gémeaux? Alors c'est ainsi, par ce même Mars en Gémeaux, pouvant symboliser ici les problématiques liées à l'oreille et à l'audition, que le natif, à force d'avoir trop entendu les inepties de ce monde, va commencer dès l'âge de 28 ans à devenir sourd. Par voie de conséquence, lors du premier cycle de Saturne, Beethoven s'écriera: je veux saisir le destin à la gorge. À travers cette maxime, un double sens est permis. Ne pourrait-on pas voir ici sa revanche issue du drame intérieur nourri, et aussi cette colère face à la contrainte, l'empêchement de Saturne en Lion
D'abord, ce père violent qui l'aurait certainement bien étranglé, ne serait-ce que pour venger sa mère dans un réflexe premier d'avoir dû supporter cet aïeul qui ne sait et ne peut aimer, et qui, pour sa part, l'oblige à endurer la frustration affective. Avec un Saturne en Lion au milieu de ciel, l'injonction de ne pouvoir être aimé, ou être aimé d'une façon sévère, eh bien, lui donne à chercher son réconfort affectif dans une expression renouvelée de son talent. En toile de fond, pour prendre un petit peu la hauteur de la conscience, nous dirons que le regard intérieur doit se porter sur le mythe personnel de Beethoven. En fait, c'est tout l'archétype de Thésée du Minotaure qui se profile à la conscience. Fort de ce destin, qui le plaque dans des épreuves successives, ne serait-ce que par la maladie handicapante, eh bien, Beethoven va passer par toutes les couleurs de ce mythe fondateur qu'il est venu transcender par un destin extraordinaire. Dans son continuum de conscience, descendant taureau, dans lequel Uranus, nous l'avons vu, séjourne au moment de sa naissance, il doit trouver sa place, son adaptation sociale, mais envers et contre tous, dans sa propre rébellion, face à des mémoires personnelles karmiques telles que l'attachement, à un karma possessif, peut-être à la bonne chair, aux réjouissances des cinq sens, à l'inertie de l'obstination, ou peut-être encore à la tendance à vouloir pour soi conserver comme l'usage de Louis, qui va devenir ici le taureau blanc. Ou bien encore, ce qui ne peut ou veut l'être comme son premier amour, son élève au piano, Madame Giulietta Guicardi, qui a finalement opté pour un autre homme que lui. Alors Beethoven doit faire l'apprentissage de la valeur des choses, des sentiments. Il gardera certes sa capacité à pouvoir créer, jouer de la musique, mais n'en jouira pas que par ses sens divins. Laissant ainsi son amour charnel fougueux, il va parcourir le dédale comme Thésée dans le labyrinthe de la vie, en suivant un fil d'Ariane tout autre, qui sera celui de l'amour, l'amour de la lyre, ce fameux amour-tendresse qui éclairera sa route jusqu'à la fin pour le sortir hors de ce labyrinthe, symbole de la prison dont tout homme doit se libérer. De cette prison, nous pouvons retenir que la rébellion, pour la rébellion, ne sert pas plus que la destruction du scorpion sans régénérescence. Ainsi, très jeune, c'est par Uranus qu'il s'affranchira très vite matériellement de la tutelle tyrannique de son père. Et dès 14 ans, c'est lui qui fera vivre sa famille. Mais fort de cette part effervescente, en lui, bouillonnante, il devient trop tôt un personnage adulte, fort, atypique, que ses congénères reconnaissent comme original. D'ailleurs, Goethe dira un jour: j'ai fait la connaissance de Beethoven. Son talent m'a plongé dans l'étonnement. Je n'ai encore jamais vu un artiste plus puissamment concentré, plus énergique, plus intérieur. Mais c'est malheureusement une personne tout à fait indomptée. Voilà comment traduire cet Uranus en taureau qui hante et qui constitue aussi l'ombre du génie. C'est à 36 ans qu'il affirme son indépendance devant l'un de ses mécènes et fort puissant, dans sa singularité géniale. Il osera braver donc le prince donateur, Karl Linowski, dans son château de Silésie. Celui-ci désirait qu'il joue devant des officiers français. Et il lui dira: Prince, ce que vous l'êtes par le hasard de la naissance. Ce que je le suis par moi-même. Des princes, il y en aura encore des milliers, mais il n'y a qu'un Beethoven. Uranus ici, et dans toute sa totale splendeur et entière rébellion dans tout ce qu'il y a de plus beau à exprimer en fait. Rien ne peut le soumettre à enfreindre ses conceptions de la liberté, ses idéaux politiques, qui ne fera de lui un homme qui ne fera toujours que ce qu'il veut, sauf dans la maladie, seul capable de le contraindre à une certaine forme de résilience, à une transformation de sa tendance naturelle.
Le natif doit aller vers le scorpion, son ascendant, et transformer ce qui corrompt. Cette tendance à imposer aux autres ou à être imposé, qui par nature, une nature très basse, oblige tous les natifs de ce signe, du taureau, à vouloir changer les autres à leur convenance porteuse de vérité. Taureau, scorpion, pardon. Il doit aussi apprendre à ne plus avoir peur de la violence, à discerner le besoin d'indépendance et la liberté. Et c'est par son Mars, un Mars avec des crises perpétuelles, riche des héritages ataviques transgénérationnels en maison 8, que le natif pourra sortir de sa chrysalide et se transformer en papillon. La planète Mars va le conduire à exprimer son esprit, son feu de la flèche lumineuse du Sagittaire, de son soleil. Et c'est grâce à cela, et à travers même sa limitation de surdité, qu'il va reléguer celle-ci à un rôle complètement intrinsèque d'organe, comme si il n'était pas, comment dirais-je, que le jouet de cette part invisible. Il avait son autre oreille, l'oreille interne, avec laquelle il avait une audience totalement éternelle. Lorsqu'il prit conscience qu'il deviendrait totalement sourd, la pire souffrance quand même pour un musicien, Beethoven rédigea son fameux testament d'Heiligenstadt, destiné à ses frères, mais qui n'apparaîtra qu'à sa mort, dans lequel il avoue sa surdité, ses terribles souffrances et son sentiment d'injustice. C'est une lettre dans laquelle il se défend d'avoir eu un comportement associable, misanthrope, etc., et très certainement à cause de la maladie. D'année en année, déçu par l'espoir d'une amélioration qui ne venait jamais, il a dû s'isoler de bonne heure, vivre en solitaire. Nous avions Saturne qui encadrait son milieu de ciel en lion, comme un lion blessé qui resterait dans sa tanière. Alors le labyrinthe dont nous parlions tout à l'heure, il l'arpentera tout au long de sa vie, car sa surdité devenant totale l'enfermera dans son génie créateur. Il contactera alors le soi solaire, l'Apollon, manifeste, en ce soleil en Sagittaire. Souvenons-nous, Apollon est celui dont la chanson guérit, car elle met en son le chagrin, la musique, avant de guérir. À ce propos, l'auteur Erwin Grove, dans son livre Les 9 immortels de Beethoven, décrit ce pouvoir de Beethoven de s'exclure du monde extérieur et de vivre son propre monde de rêve. C'était certainement là la porte de la résilience et du daimon créateur de l'artiste. Ce divin personnage a su redonner la place à la puissance personnelle et se faire le porte-parole d'une œuvre éternelle, avec une vocation magistralement orchestrée. Ici, le Mars de maison 8 qui symbolise à la fois cette âpreté par une opposition à la Lune, à Mercure au Soleil, nous voyons bien qu'il y a un clin d'œil au transgénérationnel karmique. En effet, la maison 8 symbolise l'inconscient du natif. Et on voit bien qu'ici, il reçoit une mémoire de père violent, mais c'est comme si c'était un élément propre. Le scorpion donné en levier d'action pour dépouiller le natif de tous les affres d'une vie ordinaire et transformer celle-ci en un chef-d'œuvre immuable et divin, porteur des plus beaux messages de vie et de transcendance. L'enjeu de ce destin a été de braver les 31 marches et de faire mourir les apparences en se plaçant dans une dimension tutélaire gouvernée par l'exaltation des maîtres ésotériques. Le maître ésotérique en question est le maître du scorpion de l'ascendant, c'est Uranus. On dirait que dans ce thème, la cible est logée chez les dieux et que toute la force de rébellion et de libération réside sur un seul glaive, celui du bras du chef d'orchestre. Beethoven est un musicien alchimiste du grand œuvre. Ainsi pouvons-nous noter que cette position défavorisée d'Uranus en taureau, dit ici en chute,
n'est pas sans rappeler la position actuelle de l'astre dans nos éphémérides de 2019 à 2026. Habituellement, Uranus sert à renforcer la quête de vérité du Scorpion. Il l'aide à séparer le grain de l'ivraie. S'agirait-il ici de comprendre, au-delà des entendus, ce qui est véritablement à entendre? Le chef d'orchestre, divin, ne tiendrait-il pas ici la main des pacificateurs et des engagés de notre époque pour le climat? Je crois que oui. L'œuvre de Beethoven n'est pas un hasard, tout comme son destin, son œuvre. Tout cela a une finalité. C'est un cadeau de générosité collective, éternelle et spirituelle. Par exemple, la cinquième symphonie porte le chant des quatre éléments, le feu, l'air, l'eau, la terre, son intensité et sa puissance coupe le souffle. Il a même été dit que des personnes très sensibles à l'époque de Beethoven ont été prises de convulsions en écoutant ces grands courants de véritables feux cosmiques. Wagner décrivait la gigantesque énergie du premier mouvement de cette symphonie. Beethoven arrête les vagues de la mer et se met à nu le fond de l'océan. Il stoppe les nuages dans leur course, il dissipe la brume et laisse voir le ciel pur, bleu, et la face flamboyante du soleil lui-même. Alors je vous propose et je vous mets en lien une fabuleuse interprétation. Vous aurez plaisir à écouter. Il est à espérer, enfin, que dans le monde d'aujourd'hui, après cette période que nous avons connue, et avec celle que nous connaissons, que les artistes, interprètes, auteurs, puissent entendre la lumière. Car Beethoven disait, la musique est une révélation plus haute que toute sagesse et toute philosophie. Le 26 mars 1827, après un long délabrement physique, Beethoven s'est éteint à Vienne, victime d'une intoxication sévère au plomb. C'était un grand amateur de vin du Rhin, il avait l'habitude de boire dans une coupe de cristal de plomb. En plus d'ajouter du sel de plomb dans le vin pour le rendre un peu plus sucré. Mais dans l'écriture astrale, il s'agit ici de relever la dernière note. Notez que Saturne est passé par là, le plomb en Lion. Le dialogue entre le soleil natal et Saturne était, on le comprendra, spirituellement, des plus sages et surtout respectueux de l'alliance. Bon anniversaire Beethoven. Merci à vous toutes et à vous tous pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Abonnez-vous si cela n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt.